C'est un diocèse conservateur comme Joliette. Alors, dans ce sens-là, j'étais l'avant-garde de ceux qui ont perturbé un peu la société. J'ai vécu beaucoup tout ce mouvement-là de nationalistes, après ça, d'étatisation de l'électricité, puis qui a amené finalement à la fin aux États généraux, avec tout ce que ça a comporté de plus ou de moins en 68-69. Donc j'étais très actif là-dedans et de fil en aiguille, je me suis retrouvé président des syndicats des enseignants de ma région, puis là je me suis repris les pieds de la CIC qui a été la CEQ avec Raymond La Liberté. J'étais là-dedans, puis mon adjoint était Guy Chevrette, que j'avais engagé parce que bon, il y avait juste un diplôme C, je crois, puis il voulait pas retourner aux études. Alors on l'a pris au syndicat, puis il a fait sa carrière là-dedans. Alors, c'était des années où, au fond, les choses allaient beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. On ne peut pas imaginer, ceci, c'est quand même, il faut le dire, hein, on ne peut pas imaginer des jeunes de 23, 24, 25, 26, 27 ans, de, tout d'un coup, avoir des responsabilités et faire des coups marqués dans la société. Ça serait plus difficile aujourd'hui. Alors, il y avait là, dans ce sens-là, c'est le début d'un temps nouveau. Je veux dire, on pouvait partir, puis sans se demander qu'est-ce que l'autre pensait, puis ça fonctionnait un peu plus vite. Alors, dans ce sens-là, j'ai été amené à coordonner le programme de l'Union nationale. Il faut quand même, encore là, écoute, j'ai 27, 28 ans. Et Daniel Johnson m'a fait une confiance incompréhensible, avec un caucus comme il avait, puis je veux dire, alors que j'étais pas marqué en politique, et puis de me confier la coordination de tout le programme de l'Union nationale pendant 2 ans. La question des assises, le mot assise, c'était une invention de ma tête. Je suis allé chercher ça en France parce qu'il fallait changer le mot, c'était plus facile de changer le mot que de changer la réalité. Puis si on a un nouveau mot, c'est la nouvelle réalité, ça va être le mot, etc., etc. En tout cas, on a fait des trucs incroyables qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Et ça se faisait dans l'Union nationale, vous imaginez donc, avec les libéraux en face, et avec toutes les difficultés que ça pouvait se faire. Et puis finalement, bon, on a vécu les événements de Lesage, puisqu'on était dans l'opposition. Et on a fait une critique de ces choses-là, surtout sur l'accélération. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait une décomposition totale dans le Parti libéral, dans le gouvernement, dans les deux dernières années. Je veux dire, il y a eu des affrontements majeurs entre Laporte, Lévesque et Lesage. On oublie tout ça, on pense que c'est l'équipe du tonnerre. Mais cette équipe-là, Lesage, à un moment donné, a senti qu'il perdait le leadership de son affaire. Il a pris Lévesque, l'a envoyé une place, puis il a pris Kérin, il a fait un mélange dans son histoire. Il s'est précipité en campagne électorale seul. Je veux dire, donc il y a eu une période, disons, très importante, mais il y a eu à partir des années la formule, la bataille, pardon, sur la formule Fulton-Favreau, les questions constitutionnelles. Alors le Sage s'était prononcé en faveur de la proposition fédérale. À l'intérieur de son parti, ça a été le début de la brisure. Donc il y avait une équipe qui n'était pas aussi homogène qu'on pourrait le penser. Mais regardez comment les mythes se font. À un moment donné, quand je suis dans ce ministère-là, j'ai comme directeur de cabinet Denis Vaugeois. Bon, on se connaît depuis des années, il est mon directeur de cabinet. Et j'ai comme secrétaire Jacques Lacourcière. La même équipe, on se connaît, ils sont à Trois-Rivières, moi je suis à Joliette. Ben. Alors, on se quitte, on se revoit régulièrement, mais Lacourcière, il y a 2 ans, écrit un volume sur le Québec 5, numéro 5, je crois, en tout cas la période des années 60. Alors, publié par Vaugeois, qui a surveillé ça de près. Alors, Jacques m'envoie un livre dédicacé, bang, puis je reçois ça durant l'été, puis bon, à un moment donné, je commençais à feuilleter ça, regarder les photos. Je me suis pris au jeu, j'ai découvert un tas d'affaires. Et, par exemple, que l'Université du Québec découlait du programme du Parti libéral. Que, je ne sais plus, un certain nombre de choses semblables, c'était carrément dans la colonne du Parti libéral. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Lacourcière et Vaugeois ont travaillé avec moi à les réaliser. Ils ont oublié. Je ne sais pas comment, mais ils ont mis ça. Alors, je suis retourné voir. J'ai dit, il me semble que c'est pas ça. Alors, j'ai repris le rapport Parent. Le rapport Parent, qui préconisait une 2e université de langue française à Montréal. Je vais parler de l'Université du Québec. 2e université de langue française à Montréal. Programme du Parti libéral en
60 ou 62, en tout cas, peu importe. Il arrive avec, ça doit être en 62, parce que la commission Parent, ou en 66, pardon, 66. Alors, la commission Parent venait d'être publiée. Alors, dans le Parti libéral, c'est inscrit, deuxième université de langue française. Programme de l'Union nationale. Je suis retourné voir. J'ai dit, non, j'ai pas allumé. C'est marqué comme tel, Université du Québec. Dans le programme de l'Union nationale. Ministère de l'immigration. L'École nationale d'administration publique. Ministère de la fonction publique. Le rôle de l'État. Tout est marqué dans la colonne. Ben, c'est incroyable. Mais Beaujois et la coursière, je veux dire, ne pouvaient pas ne pas savoir ça. Ils étaient avec moi. Ben, ils ont écrit un volume dans lequel ils ont mis ça dans la colonne du Parti libéral. Alors, c'est pour vous dire, attention, il faut se méfier, je sais, c'est que ça fait partie du mythe. Tout a été fait par les libéraux. Alors que la réalité, c'est incroyable. Même les gens qui étaient là à cette époque-là oseraient jamais avouer que une grande partie de la réforme scolaire du Québec a été faite par l'Union nationale. On ne peut pas faire ça. Comme au Québec, tout le monde est de gauche, ben, tout le monde est convaincu que tout a été fait à l'époque de Lesage et Gérin Lajoie. Il n'y a rien eu après. Chanceux, ils n'ont au moins pas détruit ce qu'il y avait là. Il faut vous montrer que l'histoire, il faut retourner dans les documents, il faut aller voir la réalité, parce qu'on est facilement guidé par le mythe, mais c'est un acte de raison, l'histoire. C'est pas un acte d'émotion. Je donne ça comme exemple là, pour montrer que ça peut aller très loin, demander la déformation historique, même par des acteurs qui ont vécu la période. Alors, je dis ça juste pour que vous soyez faire très attention à ces questions-là. Alors, revenons quand même un peu plus à cette affaire-là. Donc, programme de l'Union nationale, puis allons-nous-en, là, sortons d'éducation pour s'en venir dans la coopération, parce qu'on est quand même au ministère de ces choses. Alors, la coopération, c'était à ce moment-là le ministère de l'Éducation. Il n'y avait pas d'autre endroit. Les coopérations se faisaient par l'éducation. Donc, il y a eu une entente avec Gérin Lajoie, puis des choses. Bon, alors le gouvernement arrive, puis là, tout le monde est inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, rapidement, les Français ont... Il y a eu des contacts durant l'été, et puis M. Christian Fouché, si je me souviens bien, qui était ministre de l'Éducation France, apparaît ici au mois de septembre. Je suis très actif là-dedans. Pourquoi? Parce qu'au fond, le ministre de l'Éducation, c'est Jean-Jacques Bertrand. Et moi, je suis ministre d'État à l'Éducation. Mais Bertrand, lui, il ne voulait pas être à l'Éducation. Il voulait être à la justice. Alors, dans la négociation au Mont-Gabriel, moi non plus, je ne voulais pas être ministre, parce que je préférais apprendre un peu comment ça fonctionne, cette histoire-là. Puis bon. Et M. Johnson m'appelle et dit, écoute, il faut que tu viennes nous voir, puis des choses, puis là, il me propose le ministère du Travail. Et je dis, M. Johnson, le ministère du Travail, une partie de l'éducation, de l'élection s'était passée là-dessus, M. Fortier, je crois, Sherbrooke, qui était ministre du Travail, puis, hey, oh. Alors, en tout cas, je suis allé à la réunion, et là, j'ai compris son problème. Il me dit, lui, il voulait, comme je blessé, être procureur général. Demeurer procureur général. Donc, premier ministre et procureur général. Entre autres, parce que l'Union nationale avait été maculée profondément par ce qu'on appelle le scandale des faux certificats aux élections de 1962. Et un des plus grands amis de M. Johnson, qui était André Lagarde, qui était organisateur en 62, a été accusé par la Palme et tous les autres, par le procureur général, d'être malfaisant dans cette opération-là, et ça a fini en cours, et puis finalement, Lagarde a gagné et tout ça, puis la Palme a été bien malheureux parce qu'il s'était prononcé publiquement durant les élections de 62, à Lillette, je crois, un procureur général ne fait pas des choses de même. En tout cas, alors Johnson, il voulait s'assurer qu'il n'était pas. Puis n'oubliez pas que l'Union nationale sortait de l'enquête Salvas, où on avait détruit tout le monde à cette époque-là. Alors Johnson disait, oh, on va quand même arrêter les dépenses là-dessus. Mais M. Bertrand, lui, avait peur que Johnson utilise le ministère de procureur général à des fins pas catholiques, parce qu'il y avait encore beaucoup de catholiques à ce moment-là. Donc, alors, il y avait une espèce Alors, finalement, le compromis, c'est que Bertrand va être ministre de l'Éducation, ministre de la Justice, puis je vais aller l'aider là. Mais en fait, l'éducation, c'est pas ça qui l'intéressait. Donc, j'ai joué, veut pas, un rôle assez actif là-dedans. Entre autres, dans le domaine de la coopération. Alors, Christian Fouché vient ici, on fait l'inventaire de ce qui avait été fait par le gouvernement précédent,
On regarde ce qui marche pas, les orientations du nouveau gouvernement, on fait des réunions à l'île d'Orléans, et après ça, je suis allé à Paris dans les mois qui ont suivi pour mettre ça en forme, puis là, il y a eu des échanges de toutes sortes. Alors, donc, mon point, c'est que la coopération se bonifiait et continuait au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation. Et ça m'a mis en contact avec d'autres personnes comme Claude Morin qui étaient dans d'autres ministères, parce que le ministère ici existait déjà à ce moment-là, il avait été créé par le Sage, et le Sage avait été, comme premier ministre du ministère, et Daniel Johnson a été ministre du ministère, et Jean-Jacques Bertrand, comme premier ministre, a été ministre du ministère, et c'est incroyable de dire, mais j'ai été le premier ministre, non premier ministre, à être ministre du ministère. Bon, chacun a sa médaille, en tout cas, j'ai au moins fait l'histoire de ce sens-là. Alors, donc, pour M. Johnson, n'oubliez pas, ce qui est important, plus qu'aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle. Parce que le gouvernement canadien, avec les enquêtes Rawal-Sirois et tout, là, avec les fameuses enquêtes du père Lévesque, là, Massé Lévesque, il ne faut pas oublier pourquoi Duplessis avait une dent contre le père Lévesque. C'est pas tellement sur la question de la faculté que pour René Lévesque, pour Duplessis, Lévesque était d'abord un organisateur libéral. Et qu'il a servi de couverture au fédéral pour faire une intrusion massive dans la question des universités et tout. Ça, c'est le fond du problème. C'est pas nécessairement ce qui était dans le journal, là, mais la chicane vient d'abord et avant tout de cet aspect-là du problème que le père Lévesque a reconnu après, de façon marquée. Alors, donc, le gouvernement canadien veut rapatrier sa constitution parce qu'il y a besoin de changer, de l'adapter à la réalité nouvelle de ce qui s'était passé, l'assurance chômage, les assurances familiales, puis tous ces trucs-là. Il voulait refaire la constitution. Pour ça, il faut d'abord avoir une formule d'amendement. Alors, Fulton, qui était ministre de la Justice de Diefenbaker, avait sa formule. Après ça, Saint-Laurent est arrivé avec Favreau. Favreau, c'était ministre de la Justice de Saint-Laurent. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la formule Fulton-Favreau. Puis là, c'était avancé, ça se négociait avec les provinces. Puis, à un moment donné, pouf, le Sage tombe dans la trappe, puis accepte cette affaire-là. Alors, ça l'a permis à Johnson de naître sur le plan constitutionnel, par le fait que l'autre avait accepté la formule Fulton-Favreau et que tout ce qui comptait de penseurs au Québec était contre ça. De Jacques-Yvan Morin, des sociétés Saint-Jean-Baptiste, je me souviens d'avoir organisé à Crabtree des soirées bénéfices où Jacques-Yvan Morin venait parler contre la formule Fulton-Favreau. On est les années 64 à peu près, là. Et donc, il y a eu une renaissance de ce côté-là, parce que la Constitution était la clé de l'opération. Alors, M. Lajoie puis l'équipe des libéraux avaient avancé l'idée de statut particulier, mais Johnson, lui, il ne voulait pas de statut particulier. Lui, c'était, il y a deux nations au Canada, les deux nations sont sur un pied d'égalité, donc c'est égalité, et si ça ne marche pas, on prend notre butin, puis on part. Donc, égalité ou indépendance, ça finit par arriver là-dedans. Donc, dans un sens, il fallait une nouvelle constitution pour le Canada. Pour pouvoir faire la Constitution avec l'appui du Québec, il fallait trouver la bonne formule d'amendement, et il fallait, avant de s'entendre sur l'amendement, de s'entendre ce qu'il va y avoir dans le texte. Donc, pour Daniel Johnson, la théorie était claire, il y a deux nations, et il était appuyé sur tout ce qu'il y avait d'intellectuel à l'époque. Souvenons-nous, la commission Laurando-Danton, les fameuses pages bleues, d'André Dorando, toute cette école de pensée tournait autour de cette idée. Il doit y avoir égalité des deux. Donc, le gouvernement du Québec doit être une province et un État national, donc avoir des pouvoirs nationaux, puis là, bon, ça devenait compliqué, mais en tout cas, au moins, c'était ce qui était demandé. Et là, c'est là-dessus que Johnson bâtit son monde, bâtit sa pensée. Il a publié ça aux Assises. Après ça, comme premier ministre, il a fait des contacts avec les autres premiers ministres des provinces, Robarts, et là est arrivé l'Expo. L'Expo, c'était très important pour le gouvernement à l'époque et pour M. Johnson, parce que c'était la seule façon et la première fois où Québec avait un contact direct avec tous les pays qui venaient ici, parce que l'Expo était au Québec, à Montréal. Donc, il était normal que le Québec soit actif.
bataille protocolaire énorme, dirigée par André Paty de notre côté, contre d'autres personnes, toujours francophones d'ailleurs, en passant à Ottawa, pour faire une place, protocolairement, pour que les chefs d'État qui viennent soient, disons, à l'aise, et non pas être pris en otage entre les deux gouvernements. Alors, dans ce sens-là, ça a été important, et c'est pour ça que, bon, et je me suis ramassé, encore une fois, ministre délégué à l'accueil des chefs d'État pour centraliser tout ça, hein, les questions de sécurité, de protocole, de discours, de ci, de ça. Là, on avait une équipe brillamment dirigée par André Patry, et puis ça nous permettait, bon, à chaque fois que je rencontrais le chef d'État, j'avais appris quasiment mon truc par cœur, et il arrive à Québec, on arrêtait là, on avait une dizaine de minutes à se saluer dans la voiture, après ça on arrivait à l'Université Laval, puis là, le recteur nous montrait la maquette, puis ça nous permettait de parler de l'avenir extraordinaire du Québec, mais après ça on repartait en voiture, on s'en allait dans les plaines d'Abraham, en tout cas on avait le temps de passer notre message, je dirais ça était très important. Et donc, c'est important pour passer notre message. Et là, dans les chefs d'État, il y a eu la visite du général de Gaulle. La visite du général de Gaulle est fondamentale, à tout point de vue. D'abord, au point de vue de la coopération. Soyons clairs dès le départ. S'il n'y avait pas eu en France le général de Gaulle, personnellement, il n'y aurait pas eu de coopération d'État à État entre le Québec et la France. C'est clair, là. Penser le contraire, là, c'est carrément tomber dans la mythologie. C'est lui, personnellement, contre le Quai d'Orsay, contre le Canada, contre les affaires extérieures, contre Pearson, contre Trudeau. C'est comme ça que je dois le faire. Je les reconnais, et voilà, je signe mon papier. Canada courait en arrière pour faire des accords par appui, puis, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des ententes de coopération. Et c'est pour ça que le Québec est à l'Agence culturelle et technique. Il y a une seule personne, et pas de notre côté. Arrêtons de se faire des illusions, là. Et pas de notre côté, et de l'autre bord. Et s'il n'y avait pas eu 7 personnes, et l'air d'aller qu'il a donné à tous les autres qui ont suivi, il n'y aurait pas de coopération entre le Québec et la France, pas plus qu'il y en a entre le Manitoba et la France. Bon, il y en aurait autant, mais pas plus. Alors, ça, à un moment donné, il va falloir le marquer bien clairement. Là. Le reste, là, on zigoune autour de ça, puis on s'amuse, puis on se dorlote, mais il y a eu un homme et un seul. Alors, quand il est venu ici, lui, qu'est-ce qu'il nous apportait? Il nous apportait un rapport de force. Dans l'esprit de M. Johnson, un rapport de force. On n'avait pas de force pour négocier, nous autres, là. N'oubliez pas, là, qu'on est fin, on est fort, mais on n'est pas gros. Alors, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, on peut bien, entre nous autres, parler beaucoup, là, mais... alors, il nous apportait un rapport de force. Il internationalisait la négociation entre le Québec et le Canada. C'était très important pour nous. Par son geste, par ses déclarations, il a pris le Québec. Il l'a sorti de l'ombre de la négociation avec le gouvernement fédéral, puis il a dit maintenant, asseyez-vous à la table, le monde vous regarde. Donc, il nous a donné un poids énorme dans cette négociation. Ça, à mon avis, c'est la partie la plus importante. Tout le reste, on est dans, comme il dit, tout ce qui grenouille, scribouille, n'a pas d'importance en l'occurrence. C'était le rapport de force de Gaulle qui est très, très, très important. À la suite de ça, Alain Perfit. Parce que De Gaulle voulait marquer le coup et M. Perfit est arrivé. Je l'ai rencontré, je suis allé à l'avion à Montréal. M. Johnson était malade, je pense qu'on était à l'hôtel Bonaventure. Le soir, en fin d'après-midi, on s'est rendu là, et puis là, il y a une rencontre là, à Troyes. Puis là, M. Johnson il est parti quelques jours après pour Hawaii, je crois. Et donc, j'ai entendu, en gros, il y avait une lettre de Gaulle, puis bon, ça, on a fait les négociations. Et on a